Check-in, le podcast de Sunset Boulevard, votre guide de voyage aux USA. Bonjour à tous et bienvenue dans Check-in pour le 4e épisode de notre mini-série immersive consacrée au road trip californien de Nicolas, membre de la communauté Sunset depuis 2016. Salut Nicolas. Salut Jean-Christophe, content de te retrouver pour ce nouvel épisode. C'est un plaisir partagé. Un nouvel épisode visiblement très attendu puisqu'on a eu beaucoup de réactions et on est extrêmement content de tous ces retours. Alors Nicolas, si je devais résumer en 3 mots ce qui nous attend aujourd'hui, je dirais désert, mirage et légende. Alors, on se retrouve là où on t'avait laissé, c'est-à-dire dans le parc national de la Vallée de la Mort. Eh bien oui Jean-Christophe, nous sommes dans la Vallée de la Mort, nous avons dormi dans un superbe hôtel un petit peu désert mais très sympa, avec 2 chats. Donc je décrivais tout ça dans l'épisode précédent. On a bien dormi puisque le réveil est un petit peu plus tardif aujourd'hui, on se réveille seulement à 7h. Donc vraiment on a dormi profondément avec tout ce silence qui nous entoure. Et c'est une bonne chose. Donc ce matin au programme, une partie de la Vallée de la Mort et après on reprend la route pour la Californie. Ou pas. Non, alors on commence par aller faire un petit tour dans la Vallée de la Mort et là on va aller voir Dante's View. Alors Dante's View, je sais pas si ça parle à tout le monde, mais en tout cas sur le site Sunset on retrouve 2-3 informations qui nous expliquent que justement Dante's View s'est situé quand même à 1676 mètres d'altitude, donc c'est pas rien, au cœur des Black Mountains, et ça offre surtout un point de vue exceptionnel sur toute la vallée, et notamment le bassin de Badwater qu'on avait vu hier, et le télescope Peak, qui culmine tout de même à 3353 mètres. Mais sur le site de Sunset, on retrouve aussi une petite information qui n'est pas négligeable. On nous dit « Attention, la route d'accès est très délicate sur le dernier mile, n'hésitez pas à couper la clim ». Et ça me fait penser à une petite anecdote, du coup, j'avais écrit un petit article là, pour quelqu'un qui avait décidé de faire un voyage à une époque aux États-Unis, qui s'était dit « Je vais acheter une Mustang 66 là-bas, je vais l'utiliser pendant mon voyage et puis je vais la ramener en France ». Donc il a fait tout ça. Il a eu la bonne idée d'aller justement dans la Death Valley avec. Donc il y avait sa femme à côté de lui, sa fille derrière, ou son fils, je sais plus, enfin son enfant. Il est allé justement à Dante's View, il m'avait raconté à cette époque-là qu'il était monté avec sa voiture. Puis la voiture, elle commençait à chauffer. Et puis arrivé sur le dernier mile, justement, comme écrit dans l'article, ça a commencé à fumer de partout. La voiture, elle en pouvait plus. Donc il est arrivé en haut, justement, apparemment je ne l'ai pas vu moi-même, mais il y a un point d'eau qui nous permet justement de refroidir le radiateur. Donc il était avec son enfant, il a pris les seaux d'eau au point d'eau, il balançait tout ça sur la voiture, ça m'a fait un peu mal au cœur d'entendre ça, mais ça a permis de faire redescendre un petit peu la température et il a pu finir son voyage correctement. Bon alors quant à moi, j'étais avec un Mitsubishi Outlander, c'est en principe fait quand même pour ce genre de choses, j'étais quand même un petit peu inquiet. Donc on est parti, alors c'était le matin, il était encore tôt, comme d'habitude. Il faisait seulement, entre guillemets, 66 degrés Fahrenheit, c'est-à-dire 20 degrés Celsius au petit matin. C'est presque froid pour la Vallée de la Mort. Hein. C'est presque froid, mais c'était quand même assez tôt dans la matinée, donc bon. Donc on monte. On arrive au bout de cette fameuse côte, qui dure quand même un petit moment. Et là, pas de souci avec la voiture. Alors, je suis rassuré quand on arrive en haut. On passe un petit moment, on profite de la vue. Alors la vue est effectivement exceptionnelle, sincèrement c'est beau. Et surtout il y a une certaine ambiance. Et là où on est, il y a un vent, mais un vent de fou. Et il y a tellement de vent que finalement on a froid dans la Vallée de la Mort. J'aurais pas pensé avoir froid dans la Vallée de la Mort, mais c'est le cas. Donc on met nos vestes, et puis on profite un petit moment de cette ambiance, du décor, du paysage, et puis du silence surtout. Ambiance de bout du monde presque, hein. Exactement, c'est vraiment une ambiance de bout du monde avec un silence qui est seulement coupé par ce bruit du vent finalement. Donc on s'imprègne un petit peu des sensations avant qu'une famille arrive en fait pour faire comme nous. Donc on leur laisse la place, on a suffisamment profité et puis on leur laisse profiter de cette solitude. Avant de redescendre tranquillement en voiture, mais quand je dis tranquillement, c'est pas si tranquillement que ça, puisqu'en fait la côte étant pentue quand on monte, forcément quand on redescend, on redescend vite. Donc c'est limité, il y a des panneaux qui limitent la vitesse, je sais plus ce que c'était, mais en tout cas, moi j'ai décidé de descendre, pas au point mort parce que c'est une boîte auto, mais en mode drive sans appuyer sur la pédale d'accélérateur, et on se retrouve tout de même à 60 miles per hour, c'est-à-dire à peu près 100 km/h. Ouais, quand même.
Ça c'est la première partie qui est vraiment pentue, et puis après on varie entre 40 et 60 miles jusqu'en bas, donc c'est assez impressionnant quand même. On se rend pas trop compte comme ça, mais quand on est sur la route, c'est quelque chose. Ensuite on repart du coup voir un autre point de vue qu'on avait vu hier. On va aller un peu plus loin, puisque là on fait le Golden Canyon. Donc là il est 9h30. Il fait 89 degrés Fahrenheit, c'est-à-dire 30 degrés Celsius, donc la température est quand même bien montée. On n'avait pas fait la balade hier soir, donc, parce qu'il était tard, et voilà, on s'était dit on la fera plus tard. Aujourd'hui on se dit bon bah ça vaut le coup quand même d'y aller. On a un panneau quand même qui nous dit c'est déconseillé de faire un trail après 10h. Donc je me souviens, j'avais fait une photo avec ma montre et puis le panneau, pour montrer que c'était pas encore 10h et qu'on pouvait y aller. On fait notre petite balade avec Sarah. On est dans le désert, alors là on a des décors de western, c'est impressionnant, il y a des couleurs très vives, jaune vive, mais aussi plus marron, plus sombre. On se croit dans un western, c'est quelque chose. Il faut savoir que le désert est réputé pour abriter toutes sortes d'animaux, pas forcément des animaux les animaux les plus sympathiques. On a des mygales, des rats kangourous, des serpents à sonnettes, des coyotes ou encore des renards. Alors nous, bon, on n'est pas forcément rassurés, on y va tranquille, mais voilà quoi. Alors on se dit, qu'est-ce qu'on fait si on croise ce genre de bestioles ? Alors les mygales, c'est pas trop mon problème. Les rats kangourous, par contre, c'est pas forcément ce que je préfère voir. Finalement, on fait toute la balade et on voit que des lézards. Donc ça va. on est assez tranquille. On transpire pas mal, on boit beaucoup. C'est rude quand même, hein. Enfin, il fait vraiment chaud. Par contre, on profite pleinement de la balade. C'est pas trop compliqué comme balade, elle est pas très grande, mais c'est beau. C'est juste beau, quoi. Au retour, quand on rentre vers le parking, on voit une femme derrière nous, elle se met à courir. Elle court. Elle nous dépasse. On se dit mais qu'est-ce qui se passe ? Et elle part comme une furie en direction du parking. Donc on se regarde avec ça, on se dit je sais pas, il se passe quelque chose, il y a un problème. Et puis quelques minutes plus tard, peut-être 1 ou 2 minutes plus tard, d'un coup comme ça, on se fait dépasser par un homme torse nu qui se met à courir aussi. Il fonce vers le parking. On se dit mais qu'est-ce qui se passe ? Alors que ça, on commence à faire des films, on se dit je sais pas, il la poursuit ou elle se sent en danger la personne. Bref, on commence à se dire il se passe quelque chose. On retourne au parking, on arrive, on boit un bon coup et puis là on voit la femme qui est en train de se changer dans sa voiture. Je pense qu'elle avait des petits problèmes féminins. D'accord. On est rassuré, il n'y a pas de meurtre ou quoi que ce soit dans la Death Valley. Donc quand on retourne à la voiture, on regarde le thermomètre, il fait déjà 99 degrés Fahrenheit, c'est-à-dire 37 degrés Celsius. Pour vous donner une idée, ça fait quand même quelques variations de température assez impressionnantes. Oui, ça grimpe assez vite, hein. Ça grimpe très vite, effectivement. On reprend notre voiture, on fait quelques miles et on se retrouve au Mesquite Flat Sand Dunes, donc les dunes de sable Mesquite. Il y a de nombreux touristes, quelques Français. On a un magnifique décor, c'est assez impressionnant. On peut monter sur les dunes, mais sur une partie, après, il faut pas aller trop loin non plus de ce que je me souviens. Et puis là, on voit un couple qui débarque dans une Mustang 9 décapotable, magnifique. Bon, c'est une voiture de location, hein, je m'en doutais un petit peu. Et le gars, il est là en train de hurler dans son iPad. Il est plein d'enthousiasme, hein. Il est en train de communiquer avec quelqu'un d'autre en France, j'imagine, puisque j'entends parler français dans l'iPad. Et puis il hurle en expliquant ouais, je suis à la Death Valley, c'est génial, c'est magnifique. Sauf que ce qui est dommage, c'est que nous on était tous là, tous les touristes qui étaient là pour admirer la vue et profiter du calme. Donc on profite aussi de la conversation du coup. Et comme nous on est français, on comprend tout ce qui se passe dans son iPad. On continue nos petits tours de la Death Valley. Et puis là on va franchir la limite du coup avec le Nevada. Puisqu'on se retrouve à Rhyolite. Donc ça c'est une ville fantôme, oui. Qui a une histoire très intéressante autour de la conquête de l'Ouest, qui a eu son apogée justement à ce moment-là. On se renseigne un petit peu sur son histoire avec quelques panneaux, je crois, qui se trouvent ici et là. Mais surtout, on visite les alentours de la maison de Tom Kelly, qui a une particularité. Tu connais cette particularité, Jean-Christophe ? Oui, c'est une maison qui est construite en bouteille. Exactement. Donc le fameux Tom Kelly s'est dit tiens, je vais construire une maison avec un peu ça doit être du ciment ou quelque chose comme ça, et puis surtout avec beaucoup de bouteilles. C'est magnifique, c'est très beau à voir et c'est assez impressionnant. C'est assez rare de voir ce genre de maison. Et donc je ne crois pas qu'on puisse visiter l'intérieur, mais on peut visiter tout ce qui est autour. Il y a pas mal de panneaux qui nous racontent un petit peu l'histoire qui va autour. Et on vous a mis en description du podcast de cet épisode le Sunset Guide qui est dédié d'ailleurs à cette ville fantôme de Rhyolite. Bon, ensuite, avec Sarah, on se dirige vers une grande ville alentour, une grande ville qui n'était absolument pas prévue dans notre trip. Il s'agit bien évidemment de Las Vegas. Yes. Alors,
Pourquoi on va à Las Vegas ? Mais oui, pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'avec Sarah, on avait imaginé dans notre trip 2 nuits qui étaient assez libres. Donc on avait dit, voilà, après la Death Valley, on se garde une nuit, on réservera une chambre au dernier moment, peut-être autour de Fresno quand on retournera sur la côte, ou du côté de Los Angeles. Et puis finalement, 2 jours plus tôt, Sarah me dit, tiens, on n'a pas réservé, mais j'aimerais bien aller à Las Vegas. Alors je la regarde, je lui dis Las Vegas. Bah pourquoi Las Vegas ? On me dit qu'on faisait un road trip en Californie. Puis elle me dit, c'est à côté, ça peut être pas mal, ça va faire une fois, non ? Je fais, bon, je sais pas, regarde les prix. Alors, elle recommence à regarder les hôtels, elle me dit, tiens, j'en ai trouvé un, c'est un super bon plan, super hôtel, pas cher, c'est du dernier moment, quoi. Alors je lui dis, bon, Las Vegas, allez, pourquoi pas, on pourra dire comme ça qu'on l'a fait une fois, et puis on verra si ça nous plaît. Alors voilà, elle a réservé, et puis nous voilà en direction de la ville du péché. Alors pour y aller, la route est assez longue. On s'arrête pour manger dans l'Amargosa Valley. Et dans l'Amargosa Valley, on y retrouve quelque chose qui s'appelle l'Area 51 Alien Travel Center. Ah là là, oui. Alors, c'est un magasin sorti de nulle part avec une grosse tête d'alien. Oui. C'est une sorte de magasin, il y a un coffee shop dedans, il y a pas mal de choses. C'est assez amusant, finalement. On mange juste à côté, on reprend de l'essence et puis on repart. On fait quelques photos aussi au passage avec nos têtes dans des corps d'aliens. Puis on reprend notre route du coup en direction de Las Vegas. Donc là c'est assez marrant, alors la route est assez longue et sur la fin, quand on arrive sur la ville de Las Vegas, c'est quand même assez embouteillé. C'est assez difficile de circuler. Enfin moi j'ai trouvé que c'était pas très fluide par rapport à des grosses villes comme Los Angeles où c'est quand même, à mon sens, plus facile de circuler. Par contre ce qui est super intéressant, c'est que quand t'arrives là Jean-Christophe dans la ville du péché, de loin tu vois la skyline, c'est juste époustouflant, tu te dis waouh, c'est ce qu'on voit dans les films. On s'y croirait là, on est dans le film. C'est ça. Donc on roule avec ce point de vue juste devant nous, c'est superbe. Sorti de nulle part, puisqu'on est en plein désert. C'est ça qui est le plus impressionnant. Donc dans la ville, on voit la skyline dans un premier temps, et puis après, plus on va avancer, plus on va voir des maisons, alors des espèces de lotissements très typiques américains sur l'extérieur, et puis après on va arriver dans le centre-ville, et nous on va se diriger directement dans notre hôtel, c'est l'hôtel 4 étoiles, le Tahiti. Donc merci encore les tarifs de dernière minute. Et puis là, on monte nos affaires dans la chambre, et alors il se passe quelque chose. On a un groom, justement, ou je sais pas si c'est un groom ou une personne qui porte les bagages, qui est avec nous dans l'ascenseur. Donc moi, tout content, avec le sourire, je dis hey, good afternoon. Il me répond what level? Je lui fais third level, it's okay, I already pushed the button, thanks. Il se passe, on monte. On arrive au 3e étage, et puis je le regarde, puis je fais have a good one, avec un grand sourire. Et puis lui, il me regarde, il me fait Et du coup, avec Sarah, c'est resté ça. Maintenant, à chaque fois que l'un des deux dit quelque chose qui est pas forcément convaincant, l'autre fait Et alors, pour la petite anecdote, ce matin, là, avant de partir, Sarah, je sais pas ce que je lui ai dit, et puis elle me regarde, elle me fait Donc finalement, c'est vraiment quelque chose qui reste. Ouais, voilà comment une petite anecdote devient finalement mémorable des années après. Donc bon, nous voilà dans l'hôtel, on pose nos affaires, et puis on profite un moment de l'immense piscine, là, qui est en bas avec une plage de sable. Donc c'est assez impressionnant, du sable dans le désert, c'est logique, une piscine un petit peu moins. Finalement, on se dit, bon bah maintenant, on s'est reposé, on va aller sur le strip, c'est pas encore le soir, c'est la fin d'après-midi. On va aller sur le strip, on va aller profiter un petit peu, voir de quoi il s'agit. Le strip est à 4 km de l'hôtel, donc on se dit, bah qu'est-ce qu'on fait, on y va à pied? Bah peut-être pas, parce que j'ai dit à Sarah, j'ai pas envie de reprendre la voiture, c'est quand même pas facile de circuler ici. On se regarde, puis finalement elle me dit, bah tiens, il y a une navette il y a l'hôtel qui propose un service de navette qui permet de faire différents hôtels et d'aller jusqu'au strip. Et cette navette, elle va bien évidemment dans les deux sens. On se dit, bah pourquoi pas. Donc il y a des heures assez précises, là ça colle plutôt pas mal, ça nous permet d'y aller là dans pas très longtemps. Par contre, on se dit au retour, bon, si l'heure ne correspond pas, on pourra toujours revenir à pied. On n'a pas beaucoup marché aujourd'hui, on n'a pas fait beaucoup de kilomètres dans la Death Valley, donc ça peut être l'occasion de se détendre un petit peu. Donc ni une ni deux, nous voilà dans la navette. Donc dans la navette, les vitres sont teintées, donc c'est un petit peu dommage pour faire des photos. En revanche, même si c'est teinté, plus on se dirige vers le centre, vers le strip, plus on en prend plein les yeux. On a des bâtiments incroyables qui poussent au milieu de nulle part. Les bâtiments les uns avec les autres n'ont rien à voir. Pour autant, c'est ce qui fait le charme de Las Vegas aussi. C'est vraiment impressionnant. Il y a des grands décors, il y a des enseignes publicitaires dignes de New York.
On a des rues bondées de touristes comme sur Hollywood Boulevard. On a aussi des routes là comme on n'en avait jamais vu, 2 fois 6 voies tout de même, c'est pas rien. Donc c'est juste incroyable. Et on n'est pas encore sorti de la navette. Donc quand on sort de la navette, évidemment, qu'est-ce qu'on fait ? On va se balader un petit peu sur Las Vegas Boulevard. On remarque les grands complexes hôteliers. Pour chacun des complexes hôteliers, il y a au premier niveau, c'est vraiment que des casinos avec énormément de machines à sous, des centaines de machines à sous, voire des milliers. Et ce qui est marrant, et ce que j'ignorais complètement, c'est que tous les complexes hôteliers étaient reliés entre eux, notamment grâce à des galeries, mais aussi avec une navette faite, une sorte de métro, mais métro en hauteur là, qui permet de passer sur différents complexes. C'est ça. Surtout que dans chacun des complexes, on a plein de magasins, plein de boutiques, plein de fast-food et de restaurants également. Mais ce qui nous touche le plus en arrivant, donc c'est de voir les personnes qui sont sur leur machine à sous, une main sur la machine, une main avec un sandwich et un soda posé à côté. Et ils jouent machinalement, mais vraiment machinalement, comme des robots, quoi. C'est assez impressionnant. Donc avec Sarah, on se laisse pas tenter par les machines à sous, c'est peut-être une erreur d'ailleurs, on aurait peut-être pu le faire une fois, mais bon, c'est pas le truc qui nous intéressait le plus en allant là-bas. Pour nous, par contre, c'est un choc. C'est un choc parce qu'on a quand même passé un peu plus de 24 heures dans la Death Valley où il y avait un silence de mort, il y avait quasiment pas de touristes. Et on se retrouve à Las Vegas avec un monde de fous furieux, des foules de partout. Quand on veut traverser une rue par exemple, c'est pas 2, 3, 4 personnes qui traversent, c'est un groupe de plusieurs dizaines de personnes à chaque fois. Donc pour moi qui suis un peu agoraphobe, c'est un choc. Alors justement, moi j'ai une question, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens quand ils arrivent à Vegas, effectivement, c'est un choc, mais à tel point que c'est une sorte de blocage et les gens n'adhèrent pas aux principes et aux fondamentaux de cette ville. Est-ce que vous avez accepté le deal, entre guillemets ? Oui, totalement Jean-Christophe. Alors pourquoi on a accepté le deal ? C'est parce qu'on était préparé d'une certaine manière. C'était assez clair dans ma tête ce que c'était Las Vegas finalement. Sarah pareil. On s'est dit qu'on y allait vraiment pour découvrir, mais avec déjà beaucoup d'a priori. On n'a pas été choqués en arrivant avec Sarah, puisqu'on s'était préparé. Et puis c'est pas quelque chose qu'on voulait faire à tout prix, avec une idée bien précise en tête. On s'est dit on y va, on découvre, et puis voilà, on verra ce que c'est. Vous ne vous étiez pas mis une pression particulière, il n'y avait pas une attente extraordinaire par rapport à cette ville, c'était tout bénéfice en fait. Exactement, c'est ce que j'aime moi dans les voyages, c'est que moins il y a d'attente, plus on en prend plein les yeux. C'est un petit peu comme les films, je donnais dans le premier épisode je crois une anecdote justement sur, des fois on nous parle d'un film et on nous en dit tellement du bien qu'on est très déçu quand on va le voir. Moi les films généralement je m'attends à rien, je regarde absolument aucun commentaire et puis j'en profite pleinement à chaque fois. C'est vrai, d'autant que tout cela, encore une fois, est très subjectif. On regarde une ville, on la découvre avec ses yeux. N'oublions jamais, il n'y a pas de vérité vraie. Ceux qui disent, par exemple, Los Angeles, c'est nul, ça ne veut rien dire. Ça veut dire que tu n'aimes pas Los Angeles, qui est complètement différent. On regarde, encore une fois, avec ses propres yeux. Tout à fait. Et moi, j'ai regardé, du coup, Las Vegas avec mes propres yeux. Je m'attendais à ne pas être complètement admiratif de la ville. Ce fut le cas, mais au moins, je suis très content, j'ai pu voir cette ville. Donc on s'attendait effectivement à quelque chose de très original, Sarah et moi, et du coup ça dépasse franchement notre imagination. Et c'est une ville qui se remet perpétuellement en cause, qui dépasse perpétuellement ses limites. Chaque année, on la redécouvre. Chaque année, il y a quelque chose de nouveau. Il y a des grues toujours. J'y suis allé 6 ou 7 fois, alors je peux un petit peu en parler. Mais c'est vrai que c'est une ville qui change en permanence, qui se remet en question, quoi qu'on en dise. Alors certes, l'eau, c'est un vrai problème à Las Vegas, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits là-bas pour essayer de capter les touristes. Et puis l'image de la ville aussi a changé. C'était une ville qui avait un passé évidemment sombre, et c'est une ville qui est devenue familiale, une ville de loisirs, une ville où il y a moyen de faire énormément d'activités, énormément de choses, quel que soit son caractère, son feeling, son humeur du moment. C'est une ville franchement inépuisable. Jean-Christophe, tu m'apprends beaucoup de choses et je suis en train de me dire que ça pourrait faire l'objet d'un podcast sur Las Vegas, n'est-ce pas ? C'est vrai. Je vais noter ça, tiens. Alors pour notre part, avec Sarah, on prend le temps de se balader, justement, notamment dans toutes les boutiques. On lorgne un petit peu sur différentes choses. Donc pour ma part, un pull de Reese's, la célèbre marque de chocolat. Et Sarah, elle lorgne plutôt sur un énorme milkshake Hershey's, qu'elle achètera du coup et qu'elle mangera. Elle en profitera bien. Puis après, la nuit commence à tomber. Donc on décide d'aller regarder les différents spectacles qu'offrent les hôtels. Donc notamment le Bellagio. Il y a une animation avec un bassin qui est à l'avant de l'hôtel,
Beaucoup de musique, des jeux de lumière, des projections d'eau également. C'est assez impressionnant. Je savais que ça existait, mais c'est vrai que quand on le voit de nos propres yeux, et comme on le disait tout à l'heure, c'est encore quelque chose de... c'est le niveau au-dessus, quoi. Ouais, c'est extrêmement puissant, hein. C'est toutes les 15-20 minutes, hein, un spectacle, on appelle ça le spectacle des fontaines. Et pour l'anecdote, je vous donne un petit bon plan, allez voir ce spectacle depuis le sommet de la Tour Eiffel qui est juste en face. Alors là, c'est topissime. La Tour Eiffel de Las Vegas, bien sûr. La Tour Eiffel de Las Vegas, oui pardon, Eiffel Tower, sorry. Ouais, alors après on fait aussi un deuxième spectacle. Il me semblait en avoir vu 3, mais dans mes photos j'en ai retrouvé que 2. Le deuxième était le Mirage. Donc là pour le coup c'est encore différent, c'est un volcan qui prend vie, il se réveille. Et là on a des véritables flammes du coup qui sortent de cet énorme volcan fictif, hein, finalement. Donc là aussi ça vaut vraiment le détour, et celui-là je le connaissais pas pour le coup. Gourmand comme on est, Sarah et moi, on dit bon bah il commence à faire faim, on va regarder ce qu'on peut trouver à manger. Donc évidemment on est à Las Vegas et là on trouve énormément de fast-food. Disons que c'est ce qu'on trouve le plus quand on se balade un petit peu dans les rues. J'aime beaucoup Gordon Ramsay pour le personnage qu'il est, hein, plus que pour les émissions, même si les émissions je les trouve plutôt sympas. Et du coup je m'étais dit bah, tiens, si j'ai l'opportunité un jour d'aller dans un restaurant de Gordon Ramsay, et ben j'irai bien. Et ben ça tombe bien, à Las Vegas il y en a un, voire 2, je sais plus. 2, oui. Ah bah voilà, il y en a 2. Quand on passe devant l'un des 2 restaurants de Gordon Ramsay qui nous faisait de l'œil, on se rend rapidement compte qu'il y a énormément d'attentes, mais vraiment beaucoup d'attentes. Il y a une file assez incroyable. Et puis quand on regarde aussi les prix, bon, on savait à peu près à quoi s'attendre, mais pour notre budget d'imprévu entre guillemets, c'est un petit peu élevé quand même. C'est vrai. Et puis on a faim, mais on n'a pas encore assez faim pour en profiter autant. Finalement, on finit au Chili's, donc pas très original. C'est un fast-food. Donc Sarah choisit une salade et moi je vais prendre un burger, hein, puisque on est aux États-Unis. Donc là, on se pose à nouveau la question de rentrer à pied. Donc 4 km quand même, mais on est un peu fatigué. Donc on regarde les horaires, on se dit on va quand même rentrer en navette. En revanche, on croise énormément de SDF là sur le bitume. Donc c'est souvent des anciennes GI. Et là où je trouve que c'est assez paradoxal, c'est que beaucoup de voitures qui circulent dans Las Vegas arborent sur leur pare-choc arrière un sticker soutien à nos forces armées sur le front. Oui. Et la plupart des SDF disent être d'anciennes GI. Donc est-ce qu'ils sont vraiment soutenus du coup par ces personnes qui roulent avec des stickers comme ça, je ne sais pas. En tout cas, en venant ici, comme je le disais tout à l'heure, on savait à peu près à quoi s'attendre. On savait que c'était une ville qui nous correspondait pas forcément, mais on a eu l'occasion de la voir, on l'a vue. On est content, et puis du coup on repart sans regret vers de nouvelles aventures ensuite. Et on a quand même fait cette journée-là 24 km, donc ce n'est pas rien entre la Death Valley et Las Vegas. À pied, hein, bien sûr. Oui. Je fais une petite parenthèse, tu parlais des SDF et c'est vrai que dès qu'on quitte le strip, on quitte cette zone ultra touristique. Ça me fait penser à une petite anecdote d'un chauffeur de taxi qui nous ramenait à l'aéroport et qui nous disait, vous savez, Las Vegas, c'est une ville américaine comme les autres, il y a simplement cette grosse cicatrice au milieu. Et j'ai beaucoup aimé cette phrase. Sous-entendu, la cicatrice, c'est le strip. Oui, très belle image. Bah justement, enfin, dans nos lectures avec Sarah, quand on s'était un petit peu renseigné sur Las Vegas, on s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes justement qui vivaient là-bas, qui n'avaient pas forcément des revenus très élevés, mais qui côtoyaient des touristes qui en avaient, qui avaient beaucoup de moyens, et ça expliquait notamment dans les hôtels les comportements qu'on pouvait retrouver comme nous dans l'ascenseur. Du coup, on fait notre petite nuit dans Las Vegas. Et puis le 16 mai, on se réveille et notre idée là, c'est de repartir du côté de Los Angeles et plus précisément à Huntington Beach par la magnifique et mythique route 66 notamment. La légende. La légende, effectivement. Donc le matin, on va se réveiller, on va prendre notre petit déjeuner et paradoxalement, on a un très gros hôtel magnifique, splendide, 4 étoiles. Et pour prendre le petit déjeuner, on nous emmène dans une petite salle toute petite, tout étriquée, avec un écran de télévision qui diffuse les infos américaines. Ouais. Et on n'a pas beaucoup de choix, donc après c'est pas très grave, moi j'y accorde pas beaucoup d'importance, mais c'est vrai que c'est assez paradoxal. Et finalement, quand on veut reprendre la voiture, je me rends compte qu'on a déjà fait plus de 1000 miles aux États-Unis avec notre Mitsubishi Outlander. Ça roule. Donc on prend la route, on fait une première halte pour manger du coup, évidemment. Parce qu'il y a beaucoup de routes, hein, donc on dirait qu'on mange le petit déjeuner, on mange le repas de midi tout de suite après. Non, en fait on fait quand même pas mal de routes. Et on s'arrête à un endroit où on avait vu beaucoup de panneaux publicitaires quand on est venu à Las Vegas par la Death Valley.
on a vu énormément de panneaux publicitaires pour le Peggy Sous Dinner. Sur la route, Oui. sur la route on s'est dit, qu'est-ce que c'est que ça ? On s'est dit, pourquoi pas tester quand on était sur le retour. Alors c'est effectivement un dîner des années 50, avec une déco pour le moins extravagante. Quand on arrive, en fait, on se retrouve avec plein de dinosaures à l'extérieur. Alors pas des vrais, on n'est pas dans Jurassic Park, mais des dinosaures fictifs qui sont reproduits en métal, je crois, de mémoire, qui sont assez incroyables, assez grands d'ailleurs. Ça me fait penser à ma fille sur place, puisqu'elle est passionnée de dinosaures à l'époque. Et puis il y a un petit parc devant le restaurant, avec des alligators, là encore fictifs, bien sûr, et puis des tortues. Bon, elles sont bien réelles, en revanche. On fait beaucoup de photos, et puis on a aussi des statues, alors à l'extérieur et à l'intérieur, à l'effigie du King, Elvis, et puis de Marilyn notamment. Alors c'est vraiment sympa, quand on rentre finalement on a 2 portes, une à droite, une à gauche. On commence par celle de gauche, là on a un petit shop où on peut acheter tout et n'importe quoi, plein de petites figurines, des choses à l'effigie des années 50, de Marilyn Monroe, d'Elvis, mais encore de Star Wars, des choses beaucoup plus récentes finalement. Tout est mélangé, c'est un bric-à-brac, mais c'est sympa. Et du coup quand on prend la porte de droite, où on va ensuite, c'est finalement le restaurant, le dîner. Et là c'est sympa parce qu'on retrouve effectivement un décor des années 50, mais aussi des personnes très agréables qui savent, des serveuses pour la plupart, qui savent exactement ce qu'elles ont à faire. Elles vont d'un endroit à l'autre, mais toujours avec le sourire. Et on remarque une petite originalité, c'est que sur le badge où il y a leur prénom à ces personnes-là, il y a aussi leur date d'arrivée dans l'établissement. Donc quand on va s'asseoir à notre table, on remarque que la date d'arrivée dans l'établissement de la personne qui nous sert est de 1989. Et 1989, c'est l'année de naissance de Sarah et moi. C'est marrant. Ah oui. Donc on prend notre commande, et puis pareil, les menus ont des noms assez originaux. Sarah choisit le Tina Turner Sandwich. The best. Ah je sais pas, je l'ai pas goûté. mais c'est très bon. Et puis moi je prends le burger de la maison avec des frites en forme de spirale et un peu de coleslaw, c'est très sympa aussi. Donc Sarah choisira au dessert, je le précise parce que comme on est gourmand, je pense qu'il y en a peut-être d'autres qui nous écoutent qui le sont aussi. Sarah prendra une tarte aux pommes, et puis moi je vais prendre le milkshake et la cerise, parce que quitte à être dans un dîner, autant y aller à la mode des années 60. Retour sur la route, il pleut, donc c'est marrant, on est dans le désert, il pleut des cordes. Donc on avait décidé d'aller voir Calico, une ghost town, mais il pleut tellement, et puis en plus l'entrée est payante, nous on voulait juste aller faire 2-3 photos. On se dit, ça vaut pas le coup, en plus avec la pluie, c'est pas terrible, donc on trace notre route. Pour finalement se retrouver quelques miles plus loin, à Barstow. Dans Barstow, il y a quelque chose d'original, il y a la Barstow Station. C'est une ancienne gare qui a été reconvertie en McDonald's. Donc il y a la gare qui est reconvertie, mais il y a aussi les wagons. Donc on peut manger dans les wagons sont interconnectés entre eux, et on peut aller chercher notre table là-bas, dans un wagon. On vient de manger, on va pas se refaire un McDo, entre nous, c'était pas l'idée. Finalement on visite un petit peu, et puis on reprend la route pour rentrer sur la route 66 et voir notamment 2 spots d'antiques. Donc ça c'est des terrains privés souvent, au bord de la route 66, où les gens décident de mettre des choses en visibilité, je dirais. Donc on retrouve des vieilles voitures, des carcasses des fois, ou des voitures, il y a une limousine notamment, qui est complètement défraîchie, à moitié rouillée, 2 limousines même, un camion de pompiers, vieux camion de pompiers plus utilisé, pas mal de choses comme ça. Donc c'est sympa pour les photos, mais je suis entre 2 mondes, je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Et d'ailleurs, en regardant les photos, je sais toujours pas. Ça a le mérite d'être original. Donc on continue notre route, et là on s'arrête au Bottle Tree Ranch. C'est un endroit, une maison en fait, avec un terrain assez vaste, où quelqu'un a décidé un jour avec son père de planter des espèces d'arbres fictifs et d'y mettre des bouteilles. Donc c'est des arbres à bouteilles, et avec plein de bouteilles tout autour. Et au milieu de tout ça, on retrouve plein de choses. Il y a la carcasse d'une Jeep, il y a des machines à écrire vintage, il y a beaucoup de choses, tout ça en vrac dans le jardin. Des peluches aussi, des énormes peluches. Donc il y a des choses qui ont un peu de valeur d'ailleurs, d'autres qui n'en ont pas du tout. Mais c'est super intéressant à voir, c'est beau, on peut y passer quand même pas mal de temps. Avec ça, on s'arrête au moins une demi-heure. Et ça m'a fait un peu mal au cœur récemment, parce que j'ai vu dans un article de Sunset d'ailleurs, que la personne qui tenait ce ranch-là était décédée. Oui, Elmer Lang. Exactement. Donc il est décédé quelques mois après notre passage. Et on vous renvoie là aussi sur le Sunset Guide du Bottle Tree Ranch. C'est Zaius qui raconte cette découverte de manière très sensible et émouvante. Effectivement, j'avais été très ému en lisant l'article.
Alors ensuite, on prend finalement la route pour rejoindre Los Angeles, la ville de mes rêves. Donc là, j'ai la banane tout le long sur la route, même si tout le voyage finalement était très agréable. Là, j'ai une grande banane qui s'affiche sur mon visage, avec une circulation particulièrement fluide. On est quand même au milieu de l'après-midi, mais au bout d'un moment, quand on arrive vraiment aux alentours de LA, ça commence à boucher un peu aux alentours de 15h30. On va directement à Huntington Beach où on retrouve notre hôtel. On prend la clé. Et alors moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup les émissions de Fouz. Je sais pas si ça parle à tout le monde, Fouz, mais c'est un homme qui reprend des voitures et qui les modifie un petit peu, mais de manière assez élégante et dans les règles de l'art, si je veux dire. Il a une émission notamment qui s'appelle Overhaulin. Il avait une émission puisque aujourd'hui je crois qu'elle est plus diffusée. En français ça va être Cars Restoration. Et il travaille depuis Huntington Beach, il a son entreprise là-bas. Donc moi je me suis dit, Sarah, écoute, si on n'a pas grand chose à faire ce soir, j'aimerais bien passer voir ce que ça donne là, l'atelier de Fouz, ça s'appelle Fouz Design. Donc c'était pas prévu, elle me dit oh ouais si tu veux. Donc ça nous donnera l'occasion d'aller voir Huntington Beach. Donc on se dirige là-bas, je me dis peut-être qu'on peut faire des visites, il me semblait que c'était possible. Malheureusement quand on arrive devant, tout est fermé, il est trop tard. Néanmoins, ça nous permet quand même de faire quelques photos et puis ça nous permet de voir aussi ce qu'on voit souvent à la télé. Et là, une fois de plus, on l'a raconté 2-3 fois au sein de la série d'épisodes, mais on se croit vraiment dans notre téléviseur, quoi. Ouais. C'est génial. Donc on se balade un petit peu autour pour finalement se retrouver sur la jetée de Huntington Beach, qui ressemble beaucoup à celle de Santa Monica, dans une ambiance moins touristique, plus chic, je dirais. Alors j'ai une petite préférence quand même pour Huntington Beach finalement. Et en se baladant sur la jetée, on se rend compte qu'on a du vent, mais encore plus qu'à Dante's View. Impressionnant. On admire le coucher de soleil et on ira manger quelques sushis dans un endroit qui porte un nom qui nous fait un petit peu peur, puisque ça s'appelle le Tsunami Sushi. Donc dormant au bord de l'océan, on n'est pas tranquille. Voilà, après 500 km en voiture et un peu plus de 7 km à pied, on va finalement se coucher pour une nouvelle nuit, cette fois dans les alentours de Los Angeles. Eh bien, c'est sur cet inoubliable coucher de soleil à Huntington Beach qu'on va se laisser pour un nouvel épisode, donc la semaine prochaine, mardi, qui sera dédié à tes aventures dans la Cité des Anges. Tu nous diras d'ailleurs si tu les as trouvés. Oh, eh bien ça ne fait aucun doute, Jean-Christophe, puisque tu sais, quand j'approche de Los Angeles, je suis toujours sur un petit nuage. Et comme je te comprends, bon, rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette mini-série dédiée au road trip californien de Nicolas. En attendant, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez ce podcast, laissez un commentaire notamment sur YouTube. À très vite dans Check-in.